Toxinophile, toxinolâtre et toxinologue. Eh bien, aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Christian Perron. Je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez. Et il fait partie de ces gens qui ont la compétence, qui savent ce dont ils parlent. Et ce n'est pas une denrée qui est aussi fréquente et une espèce aussi répandue, qui parle de ce qu'il sait et qui a bravé un certain nombre d'interdits dans l'exercice de ses fonctions. Et je voudrais quand même rappeler, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas assez Christian Perron, je rappelle qu'il a été pendant 25 ans, parce qu'on l'a accusé de beaucoup de choses, il a été pendant 25 ans chef du service d'infectiologie à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. 25 ans. Il a été pendant 4 à 5 ans, il a été vice-président du groupe expert vacciné de l'OMS. C'est-à-dire, il couvrait une région de Eurasie, aussi bien Europe, Turquie, pays d'Asie, Russie, Israël, etc. Donc, il a été professeur à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a été responsable jusqu'en 2016 de la commission maladies transmissibles au sein du Haut Conseil de la santé publique. Pourquoi j'énumère cela? Parce qu'à des moments, des personnes comme Christian Perron, qui a fait ce qu'il a fait, qui a fait les études qu'il a fait et qui a surtout exercé pendant des décennies comme il a exercé, eh bien, il se fait effectivement, on le démet de ses fonctions. On dit, attendez, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire quand on voit ces personnes, effectivement, qui sont des scientifiques, qui sont des praticiens, et que l'on traite comme on traite. Après, vous connaissez ses livres. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Il a fait un livre remarquable sur la maladie de Lyme, on en reparlera. Décidément, ils n'ont toujours rien compris. Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu, et le plus récent, le réveil 4 ans après. Alors, Christian Perron, est-ce qu'on est dans le réveil? Ça fait 5 ans effectivement, 5 ans, je ne dirais pas jour pour jour, mais vous rappelez, c'est la guerre, disait Emmanuel Macron. Si nous sommes en guerre, bon, c'était en mars 2020, et en juillet 2020, on se rappelle ce qui est passé, premier confinement d'abord, etc. Est-ce qu'ils ont commencé à comprendre? Est-ce que le réveil est vraiment là? Alors, c'est un processus long. Moi qui suis spécialiste de la transmission épidémique, si je puis dire, au départ, il y avait très peu de monde d'éveillés dans la population française ou dans d'autres pays. Et puis, le nombre d'éveillés augmente. Et ce qui est un fait à chaque fois dans ces crises, c'est que le flux ne va que dans un seul sens, des moutons. Alors les moutons, c'est pas péjoratif, bon, c'est des gens qui ont été abusés. On peut les appeler les moujons, qui est un hybride entre les moutons et les pigeons. Mais ces moutons, malheureusement, ils ont été pris dans la propagande, et c'était pas forcément de leur faute. Mais... Et surtout, quelle propagande? Il faut se rappeler quand même, Christian Perron. Il fallait tous vacciner, tous protéger, tout allait bien, restez chez vous, ne bougez pas. Tout à fait. Mais on voit que dans ces mouvements, ça va toujours, même si c'est un peu lent quelquefois, des moutons vers les éveillés, jamais dans l'autre sens. Jamais un éveillé ne redevient un mouton. Et ça, c'est super encourageant parce que ils étaient très minoritaires, ça augmente, la petite bête qui monte. Et là, je reviens du Québec, où j'ai eu un accueil absolument fantastique par le peuple québécois que j'adore et qui m'a très bien accueilli. J'étais à Montréal, à Québec, on a fait des interventions avec Jean-Dominique Michel. Et après, on est monté plus au nord, le long du Saint-Laurent. Et on a rencontré un gars fantastique, un écrivain québécois, qui nous a reçus chez lui. Et en plus, pour gagner un petit peu sa vie, il fait chambre d'hôte dans sa maison. Il nous a dit, jusqu'à l'année dernière, quand les Français qui venaient juste pour faire du tourisme arrivaient, heureusement qu'on a eu Macron, il nous a sauvés. Ah oui, il disait ça. Ouais. Oui, les Français qui... Et là, cette année, il n'y en a plus un qui dit ça. Il dit, bon sang, on s'est fait avoir. Et donc, ça c'est juste le témoignage d'un petit gars qui reçoit des touristes français. Et je trouve que ça vaut mieux qu'un sondage. D'ailleurs, ce qui vaut mieux qu'un sondage aussi, c'est l'audimat qu'a eu notre cher Manu il y a quelques jours, où c'était la pire catastrophe d'audimat. La plus basse audience d'un président français depuis des décennies. Mais ça, pour moi, c'est des choses
très importante. Parce que quand tous les médias de grand chemin nous disaient Macron est très populaire, Macron nous a sauvés, Macron. Après, il y a eu Attal, il y a eu Édouard Philippe, tous c'est des grands génies. On s'aperçoit que les Français Jean ne sont... Castex. Ah oui, bien sûr. Et il fallait boire assis, pas debout, mais sur la plage, il fallait être debout et pas couché. Donc, sur la plage, le virus ne marchait pas dans le même sens que dans les bars. C'est comme ça, c'est scientifique. Hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression que les gens s'éveillent. Alors, c'est peut-être pas encore la grande majorité, mais ça ne fait que croître et ça m'encourage énormément. Parce que... Mais alors, justement, avec le recul, on peut maintenant faire un bilan, un sacré bilan de ça. On va parler de beaucoup de choses. Christian Péronne, ça c'est vrai, c'est normal. Au départ, on se dit attention, rappelez-vous, enfin vous savez mieux que moi, les modélisateurs, on va avoir 50 millions de morts, ça va être terrifiant, c'est vraiment la pandémie la plus... On n'a jamais connu ça dans l'humanité. Enfin, c'est un phénomène planétaire, hein. Ça s'est passé au niveau, non pas de la France ou de l'Europe, mais de tout le monde. Et puis, il y a eu ce qu'il y a eu. D'abord le confinement, les vaccins, enfin on va pas raconter l'histoire, je crois que tout le monde la connaît aujourd'hui. En revanche, moi je voudrais savoir ce que le médecin que vous êtes, et par exemple, il faut rappeler, vous, en 2020 déjà, vous écrivez « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Et ça n'a pas plu du tout. Alors pourquoi on vous a tout de suite dit « Attendez, fini, 25 ans au chef du service d'infectiologie, mais là, ça va plus ». Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, il faut savoir que pendant 15 ans, j'ai conseillé des gouvernements de droite et de gauche, parce que ça change droite-gauche, droite-gauche. En fait, c'est les mêmes, parce que moi qui étais dans l'intimité des cabinets des ministres et tout, c'est les mêmes conseillers. Ils sortent quand le ministre s'en va, de gauche ou de droite, puis après ils reviennent par la fenêtre, parce que en fait, c'est le même petit club. En fait, c'est les mêmes. Oui, bien sûr. Et après, quand ils ont supprimé le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, que je présidais, la dernière année, je présidais la totalité du Conseil, ce qu'on appelle Conseil Sup, qui était une institution merveilleuse qui remontait presque à la Révolution française, qui avait changé de nom plusieurs fois, qui avait été supprimée par Vichy, puis réinstaurée à la Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui était vraiment une institution magnifique, mais qui avait une certaine indépendance. Ce qui était drôle, c'est qu'elle était indépendante, mais elle travaillait au sein du ministère. Du ministère de la Santé. Oui, parce qu'à l'époque, au ministère de la Santé, à la Direction générale de la Santé, il y avait des dizaines de médecins de santé publique remarquables, des jeunes, des vieux, qui avaient une expérience fabuleuse, qui connaissaient tous les experts en France, qui n'étaient pas du tout corrompus, qui étaient capables de mener des groupes de travail quand il y avait une crise. Et moi, je me suis éclaté, parce que c'est une Direction générale de la Santé que j'ai adorée, avec qui on travaillait. D'un seul coup, il y a ça a dû venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dû venir, à mon avis, de l'étranger, en disant bon, vous les Français, vous nous faites chier avec votre expertise qui est trop bonne presque. On a supprimé le Conseil supérieur d'hygiène publique de France pour le transformer en Haut Conseil de la santé publique. Et là, ce qui a changé, alors on nous a dit, c'était vers quand ça? Ah ben c'était. Ça fait plus de 10 ans, mais une dizaine d'années. Oui, une dizaine d'années. D'accord. Et soi-disant, on n'était pas indépendant parce qu'on travaillait dans l'enceinte du ministère. Donc, on nous envoyait à Montparnasse dans des locaux sans fenêtres au-dessus des voies de chemin de fer de la gare Montparnasse. C'était un peu insalubre pour être indépendant. Puis, on nous a supprimé quasiment 80% de l'aide qu'on avait. Parce qu'avant, quand je vais faire un dossier chaud... tous les médecins de la Direction générale de la Santé m'aidaient, faisaient des groupes de travail, nous donnaient des données très solides. Ouais. Et là, d'un seul coup, on n'avait plus le droit de travailler avec eux, soi-disant pour respecter la séparation des pouvoirs, l'indépendance. Mais en fait, donc, ils nous ont laissé avec une médecin de santé publique qui faisait notre secrétariat médical, une secrétaire qui faisait, et plus personne. Et on nous demandait de plus en plus de travail, avec de moins en moins. C'est pour ça que c'est moi qui ai refusé parce qu'ils voulaient que je reste au conseil. J'ai démissionné, j'ai dit non, j'en peux plus, parce que c'est plus le conseil sup, comme on disait, que j'ai connu avant. Et c'était déjà avant le Covid, plusieurs années avant, quoi. Pas très longtemps avant, mais j'ai dit là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que parce que la crise du Covid, moi, tous les jours, j'assure André, je remercie Klaus Schwab, je remercie Soros, je remercie Bill Gates, je remercie tous, je remercie Ursula von der Leyen, tous les bienfaiteurs de l'humanité, mon cher président Manu. Pourquoi vous les remerciez? Parce qu'ils m'ont éveillé.
Moi, j'étais endormi, j'étais un gars du système naïf, pensant que le gouvernement était pour les peuples. Et là, j'ai découvert que c'était à l'envers. Et en fait, ce Haut Conseil de la santé publique, soi-disant indépendant, en fait, il ne suivait plus du tout leurs recommandations si ça les arrangeait. Et j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas à l'époque McKinsey, on m'aurait dit McKinsey il y a 5 ans, 6 ans, je ne savais pas ce que c'était. En fait, ils ont remplacé l'expertise de haute qualité qu'il y avait en France avec des médecins super. Moi, j'ai travaillé vraiment dans la joie, avec enthousiasme avec mes collègues. On nous a dit non, ben, allez à Montparnasse, donner des avis indépendants. Dont il ne tenait absolument pas compte. Bah oui, puis pendant le Covid, tout le fonctionnement du Haut Conseil de la santé publique s'est fait selon des bases totalement illégales. Je l'avais d'ailleurs dit quand j'étais convoqué à la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre, parce qu'ils m'ont dit pourquoi vous attaquez le Conseil de la santé publique. Mais je leur ai dit attendez, moi j'ai participé à la création, j'ai participé à la rédaction des chartes de fonctionnement, de la gestion des conflits d'intérêts. Rien n'a été respecté, tout s'est fait de façon illégale avec le Covid. Et là, je me suis aperçu, parce que je le dis dans mon premier livre, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? J'ai découvert à ce moment-là, j'avais les preuves, d'ailleurs, j'ai jamais été attaqué là-dessus. C'est que dans les ministères, alors je le sais pour la santé, mais je le sais que c'est dans les autres ministères, et en discutant avec mes collègues étrangers, c'est dans tous les pays occidentaux. Oui, qu'est-ce qui se passe alors dans les ministères? Eh ben, il y a des agents de McKinsey, d'autres agences qui sont employés, soi-disant comme fonctionnaires. Donc, vous avez Monsieur Tartampion qui est payé par McKinsey. C'est Monsieur Tartampion avec une... Qui ne connaît rien à la santé ou qui est lui-même médecin? C'est pas des experts, on ne sait pas d'où ils sortent, mais ils ont un papier officiel bleu, blanc, rouge, bureau de je sais pas quoi dans le ministère, avec une adresse courriel tartampion@santé.gouv.fr. Et en fait, ils ont... Nous, avant, on faisait un conseil indépendant de grande qualité qui était apprécié. Moi, il y a beaucoup de ministres qui m'ont remercié à l'époque. Et on a remplacé ça par une espèce d'expertise internationale qui était dirigée par des intérêts privés à l'étranger. Et c'est vrai que j'ai travaillé comme vice-président à l'OMS pour le groupe d'experts sur les vaccins pour l'Europe, pour la grande Europe. Et un jour, j'avais un ami français qui était un jeune qui était génial, il m'aidait beaucoup. Il avait du mal à être titularisé à l'OMS, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes de fonctionnaires à l'OMS. Ouais, Christian, c'est génial, ça y est, je suis titularisé, j'ai un poste à durée indéterminée. Organisation mondiale de la santé. Et alors, il me dit, bon, ça m'embête un peu, puis il montre sa fiche de paye. Sa fiche de paye à l'OMS, c'était Fondation Bill et Melinda Gates. Alors là, j'ai dit, les glorieux mécènes. C'est-à-dire que de l'OMS. Les fonctionnaires de l'OMS étaient payés directement par Bill Gates. Ah, c'était son salaire, c'était Fondation. Oui, mais il avait un statut de fonctionnaire OMS à durée indéterminée, donc il était content, mais il était payé par la Fondation. Je l'ai vu. Il m'a montré sa fiche de paye, j'ai pas rêvé. Donc voilà, ils ont tout infiltré. Et moi qui ai adoré faire ces conseils indépendants pour les gouvernements, etc., j'ai vu que tout partait en cacahuète, mais déjà avant le Covid. Oui. Alors, juste, Christian Péronne, c'est intéressant de rappeler ça, parce que on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé pendant le Covid. Mais quelle a été la rupture entre le conseil que vous dirigez, que vous et d'autres dirigez, et qui était indépendant, qui avait la qualité, etc., et l'introduction de ces conseillers à la McKinsey? Ça a été sous quel régime? C'était Hollande? C'était Hollande, Sarkozy et Hollande. Quoi. Sarkozy et Hollande. Oui, ça a déjà commencé à cette époque-là. Mais alors, c'est quoi dans leur tête? C'est quoi? Ah, il faudrait une expertise, ça ne va plus, ça ne peut pas. Qu'est-ce qui faisait qu'il n'avait plus envie de continuer comme ça? C'est les intérêts, c'est quoi, à votre avis? Je pense qu'ils avaient besoin de... Je pense que toute cette pandémie et tout le reste était planifié depuis longtemps. Et ils avaient besoin d'avoir une expertise un peu aux ordres. Et nous, on était trop indépendants pour eux. Alors que j'étais très respecté. D'un seul coup, je suis devenu un charlatan. Parce que je gardais mon indépendance d'esprit, mon esprit critique. Moi, ça m'est arrivé de dire à des ministres que ça allait pas. Vous savez, quand un jour, Xavier Bertrand était ministre, moi, je me souviens, j'étais invité en Guadeloupe, à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe, parce que je faisais, comme j'étais un spécialiste de la tuberculose, j'étais directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à l'Institut Pasteur. Ouais. Ils m'ont invité 2-3 fois pour
sont des sujets scientifiques sur la tuberculose. Donc j'étais en Guadeloupe un jour, puis je reçois des messages que Xavier Bertrand a passé une loi comme quoi tous les personnels soignants, depuis le statut d'étudiant jusqu'à retraité, dans les établissements de santé, ça peut être, c'est pas que les soignants, ça peut être l'électricien de l'hôpital, tout le personnel de l'hôpital, la personne à l'accueil, le jardinier, doivent être vaccinés de façon obligatoire tous les ans, ad vitam aeternam, pour la grippe saisonnière. C'était même pas la grippe pandémique. Ah oui, c'était avant la pandémie, ça, avant le Covid. Oui, c'était avant le Covid, oui, c'était il y a déjà pas mal de temps. Oui, tout le monde doit être vacciné. La femme de ménage. Pour la grippe. Hein. Pour la grippe, oui, j'ai compris. Et c'est passé dans la loi. Moi, j'étais furieux. Je dis, mais en plus, moi, j'étais président du comité technique de vaccination. Pourquoi le ministre ne nous a pas demandé notre avis? Alors, j'envoie un courriel à Xavier Bertrand depuis la Guadeloupe, on ne sait quoi, tout ça. Non, mais de toute façon, maintenant, c'est dans la loi, c'est terminé. Bon, j'ai même pas le droit de... Alors après, c'était encore le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, cette ancienne institution. Elle n'avait pas encore été supprimée. Moi, j'étais président. Alors, manque de chance pour Xavier Bertrand, c'est que les décrets, à l'époque, c'était écrit dans les statuts... les décrets d'application de la loi sur un problème de santé publique devaient être validés par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. D'accord. Ah oui, les décrets d'application. Donc c'est moi, ou pas moi, ou mon groupe, on devait... bien sûr. Et alors moi, j'avais un peu tourné le truc, on me disait, oh, d'accord, bon, si vraiment il y avait une pandémie de grippe épouvantable, que ça tuait tout le monde, l'obligation pourrait justifier, mais en grippe saisonnière, ça n'a aucun sens. On avait bien tourné ça. Bon, Xavier Bertrand n'était pas content, mais enfin, il a par une simple signature, suspendu par un arrêté la loi. La loi, elle existe toujours. Et elle n'a pas été appliquée. Non. Et même Roselyne Bachelot, pendant le H1N1, elle n'a pas osé la réimplanter. Mais il faut savoir que si demain, Macron, un futur ministre de la Santé, un super Véran, veut le remettre en place, il n'y a même pas besoin de vote au Parlement, il suffit d'une signature. Et moi, je suis très fier d'avoir été à l'origine de bloquer. Déjà rebelle. Oui, depuis longtemps. Mais Christian Péronne, alors justement, avançons un peu dans cette... arrive la pandémie, arrive le Covid, arrive effectivement début 2020. On ne va pas, encore une fois, on l'a dit, raconter toute l'histoire, mais il n'empêche qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que l'Ordre des médecins, qu'est-ce qui a fait que l'hôpital Raymond Poincaré de Garches s'est dit, on devrait comprendre, non, Christian Péronne, il ne peut plus rester là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des pressions de l'extérieur, ce sont eux-mêmes, Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il faut comprendre, que tout cet establishment, ceux qui m'ont fait monter, finalement, c'est ce qu'on appelle la bande de Kouchner. Je ne connaissais pas Kouchner. Il y avait autour de Kouchner, il y avait Martin Hirsch, qui était après directeur général de l'assistance publique, il y avait Tabuteau, il y avait Gilles Brucker, qui était le mari d'une infectiologue de la Pitié, et il y avait le petit Jérôme Salomon qu'on m'a envoyé. Il était Jérôme Salomon, nous avons vu tous les soirs à 20h à la télévision. Il était en culotte courte, il est venu dans mon service comme interne, après chef de service, pas chef de service, chef de clinique. Chef de clinique, ça veut dire assistant, en fait. Et quand Jérôme déjà est venu la première fois comme assistant, il avait dû quitter mon service parce qu'il faisait un premier stage de conseiller de Bernard Kouchner à son premier poste de ministre ou de secrétaire d'État. Il est revenu dans le service. Après, il est reparti quand Bernard Kouchner a été de nouveau ministre. Donc, d'accord. Il y avait la navette. Et puis, il y avait toute la bande qui était chez Marisol Touraine. Oui. Alors, Marisol Touraine... mon doyen, qui était le réanimateur de Garches, qui était à l'étage au-dessus dans son service de réanimation, c'était un conseiller de Marisol. Et Marisol aussi a repris Jérôme Salomon. Donc... Alors, sous ça, ce sont ces gens-là qui ne voulaient plus de vous. Enfin, que vous gêniez ou quoi? Non, mais je pense parce que c'est eux qui m'ont fait monter aussi. Ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'ils espéraient un jour avoir un retour sur investissement. Mais je pense qu'ils ont fait une erreur majeure. C'est que, vous savez, dans la franc-maçonnerie, partout, chez les pédophiles, si on fait monter quelqu'un, la prudence même, c'est qu'on ait des preuves de choses terribles. Moi, j'ai jamais été corrompu, j'ai jamais été pédophile, j'ai jamais été franc-maçon, jamais.
Et là, ils ont commis une erreur, parce que finalement, ils ont fait monter un petit gars en disant il est gentil, celui-là, on va pouvoir facilement le manipuler un jour. Et Oui, puis, vous étiez incontrôlable, en fait, voilà. quelque part. Ce que j'ai adoré un jour, c'était, c'est pas Pascal Praud qui me l'a dit lui-même, mais c'est un de ses amis journalistes. Mhm. Parce que Pascal Praud, il a été gentil quand même. C'est le seul qui m'a invité 3 fois à CNews pour mes 3 livres. Les autres n'ont pas osé. Donc j'ai un certain respect pour lui. Et moi Même aussi, et moi aussi. Oui, oui. Oui, ah bah, non, bah, bien sûr. Vas-y, Et- en passant. Non, 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 mais je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé avec parce que l'ami Pro? Pascal Praud avait dit ah, Perron, maintenant je veux plus l'inviter parce qu'il est incontrôlable sur les plateaux. Parce que quand je veux dire quelque chose, je le dis, je m'en fous. Bien sûr. Ça me paraît la moindre des choses. Donc, alors, juste pour avancer là-dessus ou terminer là-dessus, vous avez été quoi? Révoqué à ce moment-là, Christian, avec l'ordre des médecins. Qu'est-ce Alors, qui s'est passé? lors des médecins, j'ai été d'abord intimidé plusieurs fois avec des réunions dites confraternelles. Réunion confraternelle, c'est qu'il y a le conseil départemental qui vous invite. Il vous dit, bon, écoutez, monsieur Perron, maintenant, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. J'ai été convoqué plusieurs fois, mais là, c'est pas la chambre disciplinaire. C'est juste un bon conseil d'amis Oui. entre médecins. Parlez-vous, calmez-vous un peu, etc. Modérez alors, vos quand j'ai- propos. Et, un jour, Yvan Rioufol m'invite sur CNews. J'ai beaucoup d'admiration pour Yvan Rioufol. Et je montre. Alors, j'avais envoyé à la chaîne avant pour prouver que je disais pas des bêtises. J'avais envoyé les statistiques de Santé publique Angleterre qui montraient que les inoculés avec le soi-disant vaccin, quand ils faisaient une forme grave, avaient 4 fois plus de chances de mourir que les non-inoculés. J'avais envoyé les courbes avant, mais enfin, le rédacteur de la chaîne n'a pas osé les publier sur le soir de la... Enfin, moi, j'avais dit à Yvan, moi, je veux bien dire des choses, mais j'aime bien apporter les preuves. Bon. Bien sûr. Donc, je balance ça. 15 jours après, je suis convoqué à la chambre... Non, c'est pas la chambre disciplinaire, c'était rencontre amicale confraternelle avec le conseil de l'ordre de mon département, qui était dans les Hauts-de-Seine. Ils étaient tous masqués, même la statue d'Hippocrate était masquée, ouais, parce que c'est dangereux, Hippocrate, hein, quand même. Si jamais il éternue. Hein, et là, il me dit, ah, écoutez, monsieur Perron, parce que de toute façon, j'avais dit que je prenais ma retraite 3 mois après, vous allez bientôt prendre votre retraite, arrêtez de parler de la vaccination, sinon vous serez radié, arrêtez de faire ci, ça. Okay. C'est étonnant parce que je rappelle quand même, ils savent très bien, vous avez été vice-président, je rappelle, à l'OMS et pour la grande Europe, vice-président du groupe expert sur les vaccins. Ah oui. Donc, vous n'étiez pas un amateur qui arrivait comme ça. Enfin, c'est pour ça. Alors, là, je me suis fait plaisir parce que je suis tout de suite retourné dans les médias en disant, le Conseil de l'ordre m'interdit de parler des vaccins Covid. Et j'ai dit, ça tombe bien parce que ce n'est pas des vaccins. Donc, je suis libre de parler. Non, mais... Voilà, non, mais... Et finalement, après, je suis passé à la chambre disciplinaire l'année d'après. Mais finalement, quand je regarde le verdict, ils ont tout épluché ce que j'avais dit. Et non seulement ils m'ont blanchi, mais ils m'ont dit le professeur Perron est une des rares personnes en France qui a un CV national, international suffisant pour être à même de juger de ce qui s'est passé. Et finalement, non seulement j'avais le droit d'émettre un avis divergent du gouvernement, j'en avais même l'obligation. L'obligation. Oui. C'était très fort. Par la charte de déontologie, la véritable. Et alors, c'était autre chose. Et qu'est-ce qui a fait à l'hôpital, chez vos directeurs, etc., de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches? C'est eux qui vous ont dit non, là, ça va plus du tout. Non, là, c'est Martin Hirsch. Parce qu'à l'hôpital, il m'aimait bien. D'ailleurs, au début de la crise Covid, la première vague, moi, j'ai tout de suite, dans mon service, on traitait tout le monde à l'hydroxychloroquine, azithromycine. On a eu le taux de mortalité le plus faible de France avec Raoult. Ouais. Il y avait 2 endroits en France où on ne mourrait pas, c'était Marseille et Garches. Évidemment, Martin Hirsch n'était pas content parce que quand on regarde les statistiques, les hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, il y en avait une 40aine, ils avaient le plus fort taux de mortalité. Ouais. Plus que sauf vous, oui, mais encore et supérieur à des hôpitaux privés ou de la région parisienne. Ah, évidemment, ça plaisait pas là-haut, hein. Ça a dérangé beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont voulu me tuer. Et ce qui j'ai trouvé le plus dégueulasse, c'est que
tous les jeunes avec moi étaient à fond dans le service, les médecins, les infirmières. Oh, c'est génial, depuis qu'on traite, on passe plus les malades en réanimation, c'est incroyable. Les jeunes ont reçu des menaces du ministère, de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de leurs collègues infectiologues, parce que moi j'étais président du collège des professeurs de maladies infectieuses, j'étais plus président, enfin je les connaissais tous. Ils ont fait des menaces sur mon équipe. Et puis Jérôme Salomon, qui était un ancien du service, qui est devenu quoi? Maintenant, il était directeur général de la santé à ce moment-là. Et après, il est devenu directeur adjoint de l'OMS. C'est lui qui a écrit le traité pandémie avec mon ami Tedros, là, le directeur de l'OMS. Et donc, Jérôme les appelait, ils se tutoyaient tous, ils se connaissaient, ils étaient copains. Bon, si tu continues tes conneries, ta carrière est foutue, tu lâches Christian. Et il a complètement déraillé. Et là, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est le jour où mon équipe m'a lâché, alors qu'ils étaient à fond avec moi. Et du jour au lendemain, ça y est... Ils se sont désolarisés. Et je pense qu'ils ont chié dans leur froc. Et puis, bon, je leur en veux pas, c'est humain. Mais pour moi, c'était violent parce qu'on était une espèce d'équipe enthousiaste. On avait fait des merveilles. À Garches, on mourait beaucoup moins que partout ailleurs. Et je suivais ce que faisait Raoult. On avait les mêmes résultats. Et d'un seul coup, on devenait les parias. Ouais. Surtout moi, parce qu'ils ont... Comment mon équipe m'a lâché, ils les ont protégés, mais c'était sur moi qu'il fallait faire peser toute la faute. Bien sûr. Et ça, c'était avant ou après que vous ayez publié votre best-seller? C'était dès la première vague, parce que moi, ça faisait 20 ans que j'allais dans les grands médias, les médias de grand chemin, on dirait maintenant, mais parce que... vous y allez, oui. Parce que j'étais connu des journalistes. Bien sûr. Même quelquefois, c'était le ministère qui m'envoyait dans les médias. Le ministère m'a envoyé chez Ruquier au moment de la pandémie grippale. H1N1 et compagnie. Et j'étais copain avec tous les journalistes de toutes les grandes chaînes. J'allais souvent au journal de 20h dès qu'il y avait une crise sanitaire. Donc, les journalistes, ils me connaissaient, ils m'invitaient tout le temps. J'étais invité tout le temps, je dirais de mars 2020 jusqu'à... fin août, début septembre, et c'est là où l'ARCOM, ça s'appelait le CSA à l'époque, maintenant c'est l'ARCOM, a fait un communiqué de presse en disant maintenant les médias, vous n'avez plus le droit d'inviter Péronne. Il y a eu un communiqué disant ça. Sauf si vous lui mettez des gens en face et tout, mais bon. Apportant la contradiction. Et la dernière fois que CNews m'a invité, je crois qu'ils ont eu une grosse amende. Donc, vraiment, là, j'ai réalisé que j'étais en démocratie. On met une amende à un média qui m'invite. Parce que Péronne, il fait chier, donc il faut... Voilà. Et alors, en même temps, qu'est-ce que vous avez fait que le bouquin, encore une fois, je rappelle, vous avez reçu pour ça, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Je crois que vous avez vendu plus de presque 100 000 exemplaires. Oui, plus de 100 000, qui a été aujourd'hui, c'est un très grand best-seller qu'on fait 100 000 exemplaires. Donc, vous avez quand même touché pas mal de gens, malgré... parce que vous avez été boycotté par un certain nombre de médias à ce moment-là, la plupart, enfin, soyons clairs, à part quelques-uns, dont ici aujourd'hui. Merci André. Il y en a eu heureusement d'autres. Et en fait, comment... Alors, parce que vous étiez aussi connu, pas seulement en France, mais à l'étranger, est-ce que cette espèce de mise à l'écart... qu'est-ce qu'elle vous a fait? C'est-à-dire que je sais que vous n'avez jamais arrêté de parler, vous n'avez jamais arrêté de dire ce que vous aviez envie de dire, et heureusement, Christian Péronne, mais au fond, comment réagit vos pairs, PAIRS bien sûr, vos semblables, vos frères, comme on dit, le corps médical, la santé, ça a été un peu comme votre équipe, on ne le connaît plus? Du jour au lendemain, il m'adorait avant, il m'a rejeté. Alors après, je dois reconnaître que les infectiologues, j'ai eu 2-3 critiques publiques, ils ont été très modérés vis-à-vis de moi, je leur remercie, parce qu'ils m'adoraient. Ils ont quand même conscience que c'est moi, parce que 25 ans de présence auprès des ministères, non 15 ans, pardon, auprès des ministères, c'est moi qui ai obtenu, par un lobbying d'enfer pendant plus de 10 ans,
que le fait que les maladies infectieuses et tropicales en France soient reconnues comme spécialité à part entière, ce qui n'était pas le cas. On est un des rares pays en Europe où on est une sous-spécialité de la médecine interne. Donc, ils savent que ça, ils me le doivent. Et je les remercie parce que c'est vrai que quelquefois, il y en a un ou deux qui sont un peu lâchés sur moi, mais si vous regardez avec le recul, en général, oui, en gros, les infectiologues m'ont plutôt respecté, alors que sur Raoult, ils ont dit que c'était un charlatan, un assassin. Il y a François Raffi, l'infectiologue de Nantes, que je connais bien par ailleurs, moi, qui l'avait appelé pour le menacer de mort. Qui après, vous n'avez pas eu ce genre de menace? Jamais. Et je pense que les infectiologues ont un certain respect pour moi, même s'ils n'étaient pas d'accord avec moi, parce que j'ai apporté tellement à leur discipline. Ils adoraient que je sois président de leur discipline pendant des années. Et alors, juste pour terminer avec ça, Christian Péronne, l'Ordre des médecins aujourd'hui vous a réintégré, vous a blanchi? Je suis toujours membre de l'Ordre des médecins, en tant que médecin retraité, parce que volontairement, j'ai pris ma retraite il y a 3 ans. À 67 ans. J'aurais peut-être pu continuer un petit peu, mais je suis tellement écœuré par le système actuel, l'hôpital qui est en... Moi, je ne supportais plus travailler à l'hôpital français, qui est complètement anéanti, il n'y a plus de budget. Mais j'ai jamais été radié. Alors, quand il y a eu le procès, que j'ai été réintégré par la chambre disciplinaire, le Conseil national était furieux. Je pense que Macron s'est étranglé, Véran s'est étranglé aussi. Je me rappelle là où on vous applaudit en sortant de... Il y avait 3000 personnes dans la rue, c'était fantastique. Et ils ont dit qu'ils feraient appel, mais j'attends toujours leur appel. Donc... Alors justement, Christian Péronne, je voudrais qu'on arrive à ça, parce que aussi vous êtes un des mieux placés pour en parler. Pendant très longtemps, moi je me rappelle, on disait, moi qui ne suis pas du tout ni médecin ni homme, mais je suis patient, comme tout le monde, et comme tous tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient, qu'est-ce qui fait? On parlait quand même la France, 20 ans, le meilleur système du monde, formidable, c'est vrai, les médecins, les soins, les infirmiers, l'hôpital, enfin, on s'en vantait, on était partout, on disait, mais on vous envie, etc. Et qu'est-ce qui fait que vous arrivez à dire, vous n'êtes pas le seul? Comment est arrivé à cette situation aussi? Je pense que tout ça est orchestré depuis l'étranger, depuis l'État profond. Depuis l'étranger. L'État profond quand même. Oui, c'est un complot. C'est un complot. Moi, je suis fier d'être complotiste, je dénonce un complot. Ah oui, parce qu'on vous traitez de complotiste tout de suite. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Je suis fier d'être complotiste. C'est la France en 2000, l'OMS dit c'est le meilleur système de santé du monde. On était fiers. L'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est une belle institution. La PHP, absolument. Et d'un seul coup, ils cassent tous les budgets. Et moi, j'ai été chef de... Il y a 20 ans, ça, grosso modo. La casse des budgets, ça s'est accéléré beaucoup sous Sarkozy, mais ça... ça a commencé avant. Après, il y a eu Hollande, tout ça, à droite, donc, gauche. On casse les budgets. Voilà. Mais au nom de quoi, pardon? Je voudrais comprendre. Au nom de quoi? Parce qu'ils ne veulent pas la santé des Français. Attendez, ne me dites pas qu'ils veulent que les Français soient malades. Bien sûr, parce que ça rapporte énormément. À qui? Big Pharma. Donc ils sont... Un patient qui guérit, qui est en bonne santé, qui est bien dans sa tête, qui fait du saut en hauteur ou ou je sais pas quoi, c'est un très mauvais client. Et ils veulent avoir plein de gens malades de façon chronique parce qu'ils leur vendent des médicaments pour la tension, le cholestérol, la dépression, le truc ad vitam aeternam, ça rapporte des milliards. Donc c'est... Ça c'est juste le truc bassement commercial, mais c'est une composante importante. Il n'y a pas que ça, parce qu'au-dessus, il y a une décision, je pense, politique pour asservir un peu les populations. Et moi, j'ai vu la destruction progressive du système. Moi, j'étais chef de service. Après, ils ont dit les services, ils n'aimaient pas les services. Un service, c'est quelques dizaines de lits, une équipe infirmière ou infirmier qui sont soudés, qui se connaissent, voilà, etc. qui se connaissent. Il y a un chef de service, alors peut-être qu'il y en a qui étaient un peu gourous, enfin bon, j'avais des relations excellentes d'égal à égal avec tout mon personnel, ils m'adoraient. C'était trop familial, trop positif. Ils ont cassé tout ça dans les services, et n'importe quoi, on va créer des pôles.
avec un chef de... Et le pôle devait avoir uniquement un but économique. Le pôle devait rapporter de l'argent à l'hôpital. Ah, c'est là où il y a les politiques du chiffrage. Ben oui, Combien, c'est Sarko. Retour sur investissement. Et c'est ma grande copine Roselyne Bachelot qui a mis ça en place avec mon grand ami Sarkozy. Et la loi HPST. Moi, j'étais chef de pôle au début pour voir ce qui se passait, mais c'était hallucinant. C'est-à-dire que moi, mon service de maladies infectieuses, on a un service de gériatrie, un service de je sais pas quoi qui n'a rien à voir. Après, ils s'en foutent de la dynamique médicale. Il faut que le pôle rapporte. Nécessité, ah oui, c'est ça. C'est combien vous rapportez. Et si le pôle rapporte, le chef de pôle gagne de l'argent. D'accord. Et alors moi, c'est vrai que j'avoue que j'ai gagné quelques milliers d'euros de primes de Noël une année parce que mon pôle avait super performé. C'était pas de ma faute, c'est le hasard. Parce Vous que... étiez performant. Et l'année d'après, j'étais nul et j'ai pas eu ma prime. Non mais c'est totalement ridicule. Ouais. Et alors les directeurs d'hôpitaux, s'ils suivaient sagement tout ce que disait le gouvernement, la direction de l'assistance publique, les directeurs d'hôpitaux se faisaient des primes fantastiques. Et c'est-à-dire que s'ils réduisaient pas assez de personnel, ils étaient pénalisés. C'est-à-dire c'est compression de personnel, faites de chiffres, cost killing, cost killer. S'ils supprimaient plein de personnel, ils avaient des super primes en fin d'année. Et moi, j'étais que... Alors, quand j'avais rigolé parce que je suis arrivé comme chef de pôle. Moi, j'étais un jeune chef de pôle. Alors, il y avait des gens, il y avait même, je me souviens, il y avait Olivier Loncan qui avait été conseiller à l'Élysée de Hollande, qui était là. L'assistance publique nous avait organisé des cours faits par des professeurs d'HEC. Ah oui. Parce que nous, apprendre un peu de business. Parce que les médecins, on était des gens un peu luberlus, un peu trop humanistes, mais pas pragmatiques. Ils voulaient nous reformater la disquette. Donc, on a passé 3 jours avec ces profs d'HEC qui nous faisaient des jeux de rôle. Alors, moi, j'étais le directeur de l'Agence régionale de santé, l'autre était le directeur de ça, l'autre le médecin. Ils faisaient des scénarios. On devait réagir. Et puis Sarko avait dit, et tout le monde l'a cru à l'hôpital, travaillez plus, si vous augmentez votre activité, vous allez avoir plus de personnel. Moi, je voyais déjà la pluie de médecins, d'infirmiers. Non seulement travailler plus pour gagner plus, ça c'est du Sarko. Et plus vous allez travailler plus, et puis le système... Et puis alors, on fait ces jeux avec ces gars d'HEC, puis on leur explique, mais attendez, quand à l'époque, c'est vrai, tous les hôpitaux ont joué le jeu, on s'est défoncé pour travailler plus, on a augmenté l'activité. La Sécu a dit stop, on ne peut pas suivre, parce que c'est la Sécu qui paye. Et la Sécu a dit arrêtez d'augmenter votre activité parce que c'est trop cher. Et donc, alors, c'était trop de déficit. Là, alors, ils ont eu un truc très intelligent. On gagnait des points quand on travaillait plus. Hein, c'est comme l'autre. On gagnait des points, ça y est, je vais gagner. Ben, ils ont baissé le prix du point à chaque fois, dès qu'on dépassait la limite. Donc finalement, on travaillait plus et on était comme des cons, on n'avait rien de plus. Et alors, on a expliqué ça à un moment donné aux profs d'HEC qui nous faisaient des cours. Et là, ils sont tombés en dépression profonde. Mais c'est pas ce qu'on nous avait expliqué quand on est venu vous faire des cours. Comment vous pouvez fonctionner comme ça? Vous travaillez plus, vous gagnez moins? Non, mais et à la fin, c'était les professeurs de médecine qui faisaient des cours au bac d'HEC, comment on gère un hôpital. Comment on gère, oui. C'est-à-dire que c'était ça. On vous a amené à un monde qui n'avait rien avec la santé. On voulait traiter la santé comme une entreprise performante. Vous êtes là pour ça, comme des actionnaires. Mais vous savez à quoi je pensais dans la première partie Christian Perron, on peut penser à Molière. Hein. Ouais. La saignée, le médecin malgré lui, quoi. C'est le malade imaginaire. J'ai appris la novlangue. Moi, je ne connaissais pas la novlangue, André. Là. Il y avait, donnez-nous un exemple. Quand il coupait les budgets, qu'il n'y avait plus de fric, c'était pour améliorer l'efficience. D'accord. On coupe le budget pour améliorer l'efficience. Ouais. Non, mais j'ai adoré ça. Puis il y avait une ancienne directrice générale de l'assistance publique au hôpital de Paris. Elle venait chez Danone. Elle était PDG de Danone avant. Ah, d'accord. Et moi, je m'étais moqué d'elle un petit peu parce qu'elle voulait reproduire le modèle. Combien on produit de pots de yaourt? Et les malades, c'est pas des pots de yaourt. Bon sang. La médecine doit rester humaniste. Non, mais tout ça, c'était déjà avant le Covid, mais ça m'avait déjà révolté contre le système, plus la maladie de Lyme, qui était une histoire militaire. Déjà, j'avais tous les ingrédients pour rentrer en révolte.
Et quand le Covid est arrivé, j'ai dit non, ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas... Parce que si je comprends bien, Christian Perron, en suivant tout ça, le Covid a multiplié cette tendance. Ah, je veux dire, a intensifié Bah cette oui, tendance. McKinsey d'un côté, les conseillers, la rentabilité, etc., etc. ah oui. Puis il a raconté un narratif sur une maladie qui devait décimer tout le monde. Les Français pensaient qu'en sortant de chez eux, comme dans la peste de Camus, ils allaient croiser des cadavres sur le trottoir. Ouais. Oui, on disait, vous allez voir les cercueils alignés, quoi. Et alors qu'il n'y avait pas, il y a pas plus de morts qu'une année de grippe sévère. Je rends toujours hommage aux patients qui sont morts de ça, parce qu'il y en a, à leur famille, parce qu'il y a des victimes de cette histoire. Mais c'est tout ce narratif. Et moi, ce qui me fait peine aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de cercueils. Parce que cette année, j'ai fait le tour de France plusieurs fois. Ouais. J'ai rencontré notamment des dirigeants de pompes funèbres dans des grandes villes de France qui me disent, il y en a un qui était peut-être un peu cynique, mais disait, professeur Perron, si vous voulez faire fortune aujourd'hui, n'ouvrez pas un casino, vous ouvrez une entreprise de pompes funèbres. Parce que là, c'est le jackpot. Pas. Se dépêcher d'en rire, de peur d'être obligé d'en pleurer. Hein. Des morts, on sait plus quoi en faire, et même des enfants, des morts-nés, des nouveaux-nés, on en a plein les tiroirs. Il y a vraiment une ah oui, mais et c'était officialisé par le gouvernement français, qui est dirigé par, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Emmanuel quelque chose, je ne sais plus. Ils ont rallongé à l'automne dernier le délai officiel pour inhumer quelqu'un. Parce qu'il y a embouteillage dans les cimetières, dans les crématoriums. Et moi, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai appris ça. Puis en plus, quand il y a les autopsies ont été quasiment interdites en France, sauf dans des cas exceptionnels. C'est bizarre quand même, alors que ça a été fait aux États-Unis, en Allemagne. Puisque le pic de mortalité n'est pas apparu avec le Covid, il est apparu avec l'inoculation du produit expérimental qu'ils ont appelé vaccin. Et là, c'est un pic maintenant qui est gigantesque au niveau mondial. Les taux de mortalité des vaccins, c'était des petites courbes comme ça, assez plates. Et là, d'un seul coup, il y a un Himalaya depuis 2021. Qui est vraiment... Mais est-ce qu'on peut l'affirmer? Oui. J'arrive à la grande polémique qui se passe depuis des années. On dit, mais prouver la corrélation entre l'administration du vaccin et l'augmentation des décès. Je suis là-dedans depuis des années. On a travaillé à l'OMS là-dessus, sur corrélation entre les effets secondaires et le vaccin. Quand c'est des petits bruits de fond, c'est difficile. Parce que, bon, un coup, c'est le vaccin, un coup, c'est une coïncidence. Mais quand d'un seul coup, il y a plus d'effets secondaires, quand je dis plus, c'est un truc gigantesque, sur un seul produit que 20 vaccins pendant 20 ans, ça peut pas être une coïncidence. Ça, c'est mathématique, il ne faut pas me raconter des sornettes. Hein. Donc, là, maintenant, on sait totalement qu'il y a un lien direct et ces gens qui pratiquent des autopsies, avant, quand il y avait quelqu'un mourait d'un infarctus, d'un AVC, quand on faisait l'autopsie, les caillots, c'est-à-dire ces caillots qui bouchaient les vaisseaux sanguins pour obstruer le cœur ou le cerveau, ils étaient rouges et un peu friables et contenaient de la fibrine. C'était connu depuis un siècle. Et maintenant, quand les gens meurent après l'inoculation, c'est pas des caillots rouges, ils sont blanchâtres, ils sont caoutchouteux, ils contiennent pas de la fibrine, mais du fibrinogène. Ils peuvent faire 20-30 cm. Et quand ils les extraient, et même des chirurgiens cardiaques qui ont montré des photos, ils enlevaient des caillots comme ça. Quelquefois, ils suivent les ramifications des branches artérielles. Quand ils les sortent, ça ressemble à un calamar. Dans leur jargon, maintenant, c'est triste. Ils appellent ça ne se voyait pas avant. Jamais, je l'ai jamais vu. Ça s'appelle les calamars. Et maintenant, alors, comme en France, on a quasiment interdit les autopsies, pas interdit, les gens, c'est drôle parce qu'il y a plus de 10 ans, ils ont tout fait pour qu'on fasse plus d'autopsies en France. Il y a eu des réglementations très difficiles. Moi, je sais, quand j'étais à Paris, je ne sais pas comment ça en est aujourd'hui, mais quand j'étais encore en fonction il y a quelques années, il n'y avait plus que 2 endroits en France où on pouvait faire des en région parisienne. C'était Garches, mon hôpital, parce qu'il y avait un service qui était très connu pour la médecine légale et l'Institut médico-légal. Et moi, je rends hommage à Cécile Maïcha qui avait fait le Doctoton, c'est une femme remarquable. Et récemment, il y a quelques temps, elle a créé la Grande Famille. Et Cécile m'a dit, j'aimerais mettre en relation des experts comme toi avec des victimes du vaccin et
chaque expert un peu connu parraine une victime. Alors, malheureusement, certaines victimes étaient décédées, mais moi, elle m'a attribué un gars qui est décédé, qui est Anthony Rio, je peux dire son nom, parce que ses parents acceptent totalement que je dise son nom. C'est un jeune étudiant en médecine, super brillant, sportif, il fumait pas, il buvait pas. On l'oblige à s'inoculer, et ça, j'en veux beaucoup aux doyens des facs de médecine d'avoir obligé les étudiants à s'inoculer alors qu'ils n'étaient pas du tout à risque. Il a fait quoi, trois Mais il a doses? une seule injection et il est mort quelques jours après, dans sa chambre d'étudiant, où sa mère, n'ayant pas de nouvelles, était inquiète, avait envoyé une équipe du SAMU, ils n'ont pas pu le réanimer. Il était bourré de caillots, du cerveau au doigt de pied, tous ses organes étaient bouchés par des caillots. Un petit gars de 24 ans qui adorait faire la médecine. Mais ce sont des criminels. Et là, je ne dis pas heureusement parce qu'il est mort, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il était à Nantes et le professeur de médecine qu'il connaissait bien, qu'il aimait bien avant, avait exigé qu'il y ait une autopsie, ce qui est exceptionnel, parce qu'en France, Macron a dissuadé toutes les autopsies. Il n'y a que par l'autopsie qu'on peut savoir. Et là, l'autopsie, il avait ses caillots partout. Et donc, ça, c'est la preuve formelle. D'ailleurs, même quand il y a eu des plaintes, c'était reconnu officiellement qu'il y avait un lien entre sa mort et les caillots et ce soi-disant vaccin. Et c'est vrai que vous n'êtes pas le seul à en parler. On a vu un statisticien comme Pierre Chaillot, comme Diana, vous savez tout, et comme vous qui ont écrit un certain nombre de choses. Et justement, je voudrais parler, Christian Perron, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et je voudrais parler à quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps aux États-Unis, qui est Robert Kennedy Jr., qui a été nommé ministre de la Santé par Trump. Et apparemment, enfin, justement, je voulais demander ce qu'il en est. Apparemment, et il vient de nommer Robert Malone, il m'en parlait. Apparemment, justement, on parle du réveil, ça s'éveille beaucoup aux États-Unis, ça va même plus que s'éveiller. Il y a des plaintes déposées, des réactions. Qu'est-ce qu'il en est du célèbre docteur Fauci, des gains de fonction, etc. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Kennedy. Moi, je ne le connaissais pas, mais il y a plusieurs années, je connaissais très bien son équipe, à la fois en Europe, aux États-Unis. Il m'avait demandé, parce qu'il me suivait un peu ce que je faisais en France, et il m'avait demandé d'écrire la préface de la version française du livre de Kennedy, qui s'appelle Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma. Voilà. C'est un gros livre, hein, c'est 40 ans d'enquête d'un avocat. Alors, c'est un livre qui est long, et j'ai été estomaqué parce qu'il dénonce tous les noms, Fauci, machin, tous les crimes. Il dénonce toutes les crapuleries, les essais en Afrique totalement illégaux, sans consentement éclairé, cacher les morts sous le tapis. Il dénonce tout. Il n'a jamais été attaqué une seule fois en diffamation, quand même. Jamais. Jamais. Donc voilà, moi j'étais très fier d'écrire la préface de la version française de son livre. Je suis resté en contact avec son équipe. Bon, c'est pour ça que j'avais. Et ça vous a étonné qu'il soit nommé ministre de la Santé? Je ne savais pas si Trump irait jusque-là, parce que moi je ne suis pas un Trumpolâtre invétéré, mais j'étais ravi quand il était nommé ministre de la Santé, parce que j'ai dit, ce gars-là, il a des couilles, il est sincère. On a tué son oncle, on a tué son père. Je rappelle simplement, c'est le neveu de John Kennedy, le fils de Robert Kennedy, tous les deux assassinés. Voilà. Et moi, j'ai eu peur pour lui. J'espère qu'il ne va pas être assassiné aussi. Mais il fait un travail fondamental. Alors, quelquefois, et là, j'ai admiré son fair play, parce que quand on m'a envoyé son livre, j'ai écrit à ses assistants, il y a 2 points, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il était quelquefois un peu trop anti-vax. Je ne parle pas du vax Covid, mais anti-vax en général, sur certaines choses qui n'étaient pas tout à fait, pour moi, prouvées. Et puis, il disait que le virus du sida n'était pas si dangereux, que c'était plus les médicaments qui avaient tué. Moi qui ai connu le début du sida, ça ne collait pas bien. Moi, je dis, soit Kennedy accepte mes critiques, soit je ne fais pas la préface. Je fais pas la préface. Alors là, j'étais estomaqué parce qu'il a dit oui. Il a accepté que je le critique. Et ça, j'ai dit bravo, parce que c'est un signe d'ouverture d'esprit qui est rare, hein, parce que on m'a demandé de préfacer d'autres livres sur les vaccins. J'ai dit non, là, il y a des trucs qui vont pas du tout. Les auteurs ont refusé. Bon, c'est comme ça. Alors, mais moi, Kennedy, il est fantastique. Alors, quelquefois, les gens trouvent que ça va pas assez vite, mais quand je vois que Trump, il a viré les gars à l'AFD, à l'Agence du médicament, le CDC,
qui est un peu l'équivalent de Santé publique Il a France. fait que les USA ont quitté l'Organisation mondiale de la Quitté santé. l'OMS. Et ils ont mis Jay Bhattacharya, je n'ai plus le nom exact, le gars qui est à l'université de Stanford, à la tête du NIH. Le NIH, c'est comme l'INSERM, mais avec des budgets de milliards de dollars. C'est beaucoup plus gros. Il a fait le ménage quand même. Voilà, il fait le ménage. Ouais. Et il y a quelques jours, je me suis réjoui parce qu'il a viré 17 membres de ce qu'on appelle l'ACIP, ACIP, qui est l'équivalent du comité technique des vaccinations en France, c'est le groupe d'experts des vaccins. Il en a viré 17 d'un coup parce qu'ils étaient corrompus. Et c'est là qu'il vient de nommer quelques personnes, dont Robert Malone. Et Robert Malone, il faut savoir que... Rappelez qui est Robert Malone. Alors, Robert Malone, c'est le gars qui avait travaillé au tout début aux États-Unis sur l'ARN messager comme outil de thérapie génique pour des maladies rares ou des... D'accord. Et puis, toutes ces techniques ont foiré, ça n'a pas bien marché. En plus, Robert Malone, il a dit humblement, parce que comme il avait travaillé là-dedans, il a cru à sa technique ARN messager, il s'est fait vacciner, je crois qu'il a reçu 2 doses. Et après, il a réalisé que c'était... Oui, il a lui-même dit, ça marche pas. Et, c'est pas ça, et il se bat depuis des années. Alors moi, je l'ai croisé plusieurs fois. La première fois, je l'ai rencontré, c'était à Massy. Il y avait un grand rassemblement à Massy, près de Paris, en public. Après, je l'ai recroisé plusieurs fois en Floride. Et il était là quand le sénateur américain m'avait invité au Sénat américain en janvier ou février. Quand on vous a vu avec Robert Kennedy, c'était à Mar-a-Lago? Non, c'était à Washington. C'était le jour de l'investiture de Trump. Oui, parce qu'il y avait un dîner de gala il y avait beaucoup de dîners de gala, on ne pouvait pas être partout. Ah, oui, Moi, j'étais au dîner sur la santé où il y avait Kennedy et il n'y avait aucun Français. J'étais un peu atterré. C'était le seul Français. Ah, oui. J'ai croisé Rob Ross, ce député européen hollandais génial, celui qui avait coincé Madame Small de Pfizer au Parlement européen. Oui, en lui disant... Donc voilà. Donc bon, j'ai pas eu le temps de beaucoup parler à Kennedy parce qu'il y avait 800 personnes et puis même son assistante. Mais la question que je voulais vous poser, justement, pour revenir chez nous, à la France, est-ce qu'à votre avis, c'est possible qu'il y ait un Robert Kennedy Jr. français? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que, comparaison n'est pas raison, mais mutadis mutandis, est-ce qu'il va ou il va y avoir, parce qu'il y a eu effectivement, on a parlé au début du réveil, etc., que ça bouge, mais est-ce que ça peut bouger avec la même force que ce qu'il y a eu aux États-Unis? Ça peut bouger s'il y a une prise de pouvoir politique indépendante derrière. Parce que moi, je fais partie des experts un peu dans la résistance. On est plusieurs, un peu cachés quelquefois. Mais on ne peut pas aller on peut pas comme ça être propulsé ministre ou je ne sais pas quoi s'il n'y a pas... Mais vous pensez franchement que la quasi-totalité, on ne va pas mettre des noms des politiques, ils sont soit c'est conflit d'intérêts, c'est lâcheté, c'est volerie, ils se diront bon, ben c'est comme ça, on ne peut pas changer les choses, etc. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la doxa, ça reste la doxa, ça n'a pas changé. Quand je regarde mes collègues et tout, j'ai aussi travaillé avec l'industrie pharmaceutique, j'ai touché de l'argent à l'industrie il y a longtemps. Parce que quand on est jeune médecin, même avant d'être professeur, on est très sollicité. On vous donne de l'argent pour participer à un board, à une réunion scientifique. Vous avez vous-même touché de l'argent? Oui, mais il y a longtemps. Mais après, j'ai laissé tomber parce que je trouvais que c'était pas mon truc. Et sinon, je serais millionnaire aujourd'hui. Je serais pas avec vous. Je serais sur, je sais pas vous serez sur un yacht dans les Bahamas. Voilà. Mais c'est... Ils mettent le grappin comme ça, puis après on monte. Alors moi, j'ai pas été au niveau des key opinion leaders, c'est le terme qu'utilisent les Américains, les KOL, les leaders d'opinion majeurs. Voilà. Et alors ceux-là, j'ai des copains dans l'industrie, j'ai travaillé avec eux, puis même mes anciens élèves sont montés au plus haut niveau de l'industrie, au niveau international. Quand un médecin déclare 20 000, 40 000 euros sur Transparence Santé, qui dit que c'est des liens d'intérêt, pas des conflits d'intérêt. Je fais allusion à personne, mais je pense à quelqu'un très fort. À qui vous pensez? Vous pensez? Non, mais je ne vais pas le dire là, parce que j'ai eu des... Non, mais on voit. Suivez mon regard. Voilà. Suivez mon regard. En fait, mes copains m'ont dit ça, c'est le pourboire, parce qu'ils touchent des millions sur des comptes offshore. Ça. Oui, c'est ça qu'il faut rappeler, parce que dans Euros for Docs, ils donnent, vous savez, les dons. Oui, mais ça, c'est que dalle.
Mais en fait, il y a les comptes offshore. Et Voilà. c'est là, ça. Ah là, c'est ça gros. balance. Hein. Ouais, ouais. Et après, ça, je peux pas. Mais j'ai déjà dit. Parce que c'est des. Moi, j'ai été très copain avec plein de gens dans l'industrie pharmaceutique. Il y a des gens bien Bien sûr, individuellement, bon, bien qui sont sûr. manipulés après par leur système. Et en plus, les Français marchent très, très bien dans l'industrie pharmaceutique parce que. Et c'est pour ça que ça me rassure en tant que francophone, parce que quelquefois les gens sont complexés, il n'y a que l'anglais, le français c'est Mmh. foutu. Non, un francophone il a le minimum, c'est qu'il parle bien anglais Ben oui, c'est pour mieux, se oui, quand même. débrouiller. Quand Mais même. un francophone qui parle bien anglais, il peut être à la tête de toutes les instances, PDG de grandes entreprises internationales, président de grandes commissions. Et il y en a d'ailleurs. Et, Il y en a. et regardez Bancel pour Moderna, Bourla, c'est des Français. Bon, là, non, il est grec, non, Non, il bon, est là. français, Bourla. Oui, Eh oui. j'ignorais. Je Eh pensais si. qu'il était grec, Non, Albert non, bah, Bourla. peut-être qu'il a une origine grecque, je ne sais pas. Ouais, enfin, ouais, non. Mais les Français, quand qui se débrouillent bien, ils sont très appréciés parce qu'ils sont un peu plus de culture que l'Américain Oui, moyen. ça, Ils sont plus fins pour les négociations. Et d'ailleurs, les PDG, enfin, les gens ne se rendent pas compte, moi j'ai vu ça, un PDG qui est français et qui parle bien anglais, les grandes multinationales gagnent systématiquement 20% de plus qu'un anglo-saxon. bon. Ben oui, parce qu'ils ont le flair pour faire passer les choses. Moi, je l'ai vu à l'OMS. Pourquoi ils m'ont fait monter à l'OMS? Parce que la première fois, j'étais pas à l'OMS, j'assistais à une réunion, je devais rien faire. Ouais. Et puis j'arrive, c'était en Croatie ou en Slovénie, je sais plus, dans une station balnéaire. Agréable. Il vaut mieux être dans un endroit agréable, voyons, Un soyons endroit clairs. agréable. Et ils avaient réuni tous les pays de l'Est, la Russie et tout ça. Il fallait faire adopter une motion sur la vaccination en fin de matinée. Moi, j'étais là juste en tant qu'invité, je devais rien faire normalement. Ouais. Et le soir, au dîner, il y avait c'était un Canadien anglophone, très chic, un peu âgé, avec le nœud papillon, qui me dit, bon, Christian, demain, je vais vous voir à 7h moins le quart au petit déjeuner. Je dis, yes, sir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bon, ben, aujourd'hui, c'est vous qui présiderez la table ronde, l'atelier avec tous les pays d'Europe, là, de l'Est, pour faire adopter telle motion en fin de matinée. Et là, il y avait un petit Américain très nerveux. D'ailleurs, j'ai vu après, il est devenu le président de la CIP, du groupe, Revenez à l'histoire. du groupe américain des vaccins. Et je pense qu'au début, ce petit Américain pensait présider la réunion et le Canadien s'est dit, si c'est lui, c'est foutu. Et alors, donc, j'étais un peu impressionné. J'étais le petit jeune, j'arrive, on me confie une responsabilité énorme. Il y avait, je sais pas, 80 délégués de tous les pays d'Eurasie. Et puis, moi, j'ai dit, je ne peux pas leur imposer, dire, voilà, il faut voter ça, les cocos. La première moitié de la matinée, dans ma tête, j'ai dit, bon, on va discuter. Je les fais parler chacun, leur ressentiment, la pause café. À la pause café, ah oui, ben, le Canadien dit à l'Américain devant moi le matin, ce sera le docteur Perron qui va présider, vous serez rapporteur. L'autre, il faisait une gueule terrible parce qu'il pense. Alors, à la pause café, je demande à l'Américain, ça va, vous avez pris des notes, tout ça? Il me dit, non, mais vous faites n'importe quoi. C'est pas votre mission, on vous demande de faire adopter ça, ce sont des singes. Il me dit, they're monkeys en anglais. Hein. Ah ouais, ce sont des singes, faites adopter la motion. Qu'est-ce que vous faites à discuter avec eux? C'est des conneries. Alors là, j'étais profondément choqué. Et puis j'ai continué. Après, comme tout le monde a parlé, on s'est exprimé. J'arrive à la fin de la matinée, j'avais l'unanimité. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont vu mon savoir-faire et qu'ils m'ont fait monter à l'OMS après. Et là, j'ai vu comment un Américain... Moi, il y a des livres écrits là-dessus sur le globish, cet anglais minimum pour communiquer dans le monde. Si vous mettez maintenant un Anglais, un Américain à la tête d'une multinationale, d'un groupe international, c'est la cata parce qu'ils parlent très vite, ils sont très sûrs d'eux. Et les autres ne suivent pas. Et ils parlent dans un anglais impeccable et les autres sont complexés et n'osent pas suivre. Christian Perron, oui, l'essentiel, c'est quand même une masse extraordinaire, et vous le savez très bien, les 500 milliards par an de chiffre d'affaires de Big Pharma, c'est ça qui va jouer. Ah ben, quand bien même. sûr. Hein, alors, je reviens à ma question, je voudrais qu'on termine là-dessus. Aujourd'hui, pour revenir en France, en Europe, si vous voulez, mais en France, mais en Europe, on voit très bien les problèmes qu'il y a, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France, avec vous et beaucoup d'autres. Est-ce qu'il est possible qu'on fasse une opération d'audit, je ne dirais même pas de nettoyage, de clarification
où va l'argent, etc., en France, en Europe, où ça vous paraît pas possible dans les circonstances C'est actuelles? possible si on a un Trump en France ou en Europe. Pourtant, moi, Trump, je le trouvais un peu rustre et je suis Oui, pas. mais quand même, il fait des choses. Mais il avance quand même, Ouais. c'est ça qu'il faut reconnaître. Mais tant qu'on aura notre petit Macron, je vois pas comment ça. Tout est verrouillé en France. Même si on sent qu'il y a une révolte derrière, mais on le sent même au sein de l'armée, au sein de. Mais les gens bougent pas parce qu'ils contrôlent tout. Ils contrôlent la justice, ils contrôlent la police, ils contrôlent les médias. Et moi, les grands responsables de cette histoire, pour moi, c'est les médias. Pas vous, hein, Non, non, mais les médias de grand chemin qui. Je rappelle quand même, c'est Macron lui-même qui l'avait dit. Il avait donné 3 milliards en 2 ans au début du Covid. Depuis, il dit plus les sommes, mais ça doit être pareil. Euh, les Français sont abrutis parce que tous les jours, ils écoutent des conneries sur les médias. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est quand notre petit Macron est passé à la télé l'autre jour, il a fait un score minable. Ça montre que les Français commencent à s'éveiller. c'est ça. Non, mais on peut se dire quand même qu'il y a quand même des possibilités de réveil, que c'est pas désespéré. Enfin, vous n'êtes pas Ah désespéré, non, non, mais je Christian suis très Perron. optimiste, moi. Ouais. Parce que les tyrans tombent toujours dans la démesure. Les Grecs anciens appelaient ça l'hubris. Ils sont en pleine démesure, là, Ursula, Macron. Ils sont dans un nuage de poudre blanche. Mais un jour, ils vont atterrir et ça risque d'être violent. Non, C'est pas de la petite baffe qu'on a vue l'autre jour, ça va être plus violent que ça. non, mais quand vous parlez de poudre blanche, je ne pense pas que vous parlez des gars de la narine. Vous dites en Non, non, général, poudre je pense blanche, hein. c'est comme dans Walt Disney, des nuages. Les merveilleux nuages. Christian Perron, on va terminer parce qu'on n'a pas parlé de cela, mais je voudrais rappeler quand même, et je voudrais que nous en parliez un peu parce que vous avez joué un rôle très important dans une maladie, on en parle moins, mais la maladie de Lyme. Oui. Vous avez joué un rôle capital et je voudrais quand même qu'on finisse là-dessus pour rappeler où on en est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est et le rôle que vous avez Alors, joué. la parce que- maladie de Lyme, Ouais. c'est une maladie transmise par les tiques, ces petites bêtes qui sont dans la nature, dans les forêts, Par mais dans les l'éthique. Ouais, c'est les ça. tiques, qui transmettent une bactérie qui s'appelle Borrelia. Bon, il y a différentes espèces de Borrelia. Donc, elle vous pique. Et puis, quand vous êtes piqué, une fois sur deux, il y a une tache rouge centrifuge, mais elle n'est pas toujours là. Donc, elle peut passer inaperçue. Même si elle est là, elle peut disparaître toute seule. Puis, si vous l'avez dans les cheveux, si vous avez Ah encore ouais, des cheveux, ou dans le dos, vous ne la voyez pas forcément. Puis, il y a vous des... sentez quelque chose? Non, on sent rien du tout. Et puis, il y a les grandes tiques adultes, puis il y a des mini-tiques, les nymphes et les larves qui font quelques millimètres. Puis après, elles inoculent, elles se décrochent, vous voyez rien. Puis après, vous êtes fatigué, vous avez de la fièvre, vous avez mal à la tête. Après, vous faites des paralysies, des troubles cardiaques, de la dépression, de la sclérose en plaques et tout ce qu'on veut. Et c'est très varié. Alors, ça peut durer, l'infection peut durer des décennies. Et comme il n'y a pas alors cette maladie était totalement naturelle, on a retrouvé une momie congelée dans les Alpes il y a 5000 ans qui avait une bactérie similaire. Et le problème, c'est que ça a été utilisé par les chercheurs nazis à Dachau et par les Japonais. Ils ont fait des Oui, expérimentations parce que là-dessus. les Japonais avaient utilisé des bactéries qui tuaient. Ils ont tué 250 000 Chinois avec la peste, le choléra, le charbon, quand ils ont voulu envahir la Mandchourie. Et ils ont déchanté quand ils ont débarqué parce que, vous n'avez pas pensé, ces connards, c'est que les bactéries ne reconnaissent pas les uniformes. Ah tiens, lui, c'est un Japonais, c'est pas un Chinois, mais ils s'en foutent, ça tue pareil. Ils ne Alors, voient pas la différence. alors, du coup, c'est pour ça que les nazis et les Japonais s'étaient entendus pour passer à des bactéries qui tuent pas, mais qui handicapent. Et le Lyme, c'était idéal. Ça fatigue, ça fait mal aux genoux, ils peuvent pas courir, ils ont des problèmes cardiaques, ils sont déprimés. En plus, ça touche le bétail, ça touche les civils. C'est parfait. Ils en ont balancé plein. Alors, les nazis en ont balancé plein en Europe de l'Est, par avion, par voie terrestre. Il y a beaucoup Et les Japonais en ont balancé plein sur la Sibérie orientale. Et ils ont récupéré ces chercheurs aux États-Unis par l'opération Paperclip. Et ils les ont installés au début un peu à Fort Detrick et surtout à Plum Island, qui était une petite île militaire à la pointe de Long Island. C'était à 20 km de Lyme. Et puis les tiques se sont échappés, sont tombés sur la ville de Lyme. D'où Oui. l'expression maladie de Lyme. Mais alors, au début, pendant 10 ans, ils ont dit non, c'est pas infectieux. Puis, oui, c'est infectieux, mais c'est un virus, ça guérit tout seul. Puis après, ah oui, c'est une bactérie, mais elle est traitée en 2 semaines d'antibiotiques, c'est fini. Et puis, ils ont fait croire qu'ils mettaient au point des tests diagnostiques qu'on appelle sérologie pour chercher les anticorps.
qui ont été calibrés pour jamais dépister plus de 5% des personnes dans une population. Et ça fait quand même 40 ans que ça dure, qu'on envoie les gens en psychiatrie. Pour moi, Et alors ça fait 20 ans que je me bats là-dessus, déjà bien avant Covid. Je me suis affronté à tous mes collègues et avec des preuves à l'appui. Et je suis très content parce que maintenant, les preuves, elles sont sorties. Parce qu'avant, on disait, ouais, Perron, avec ses tics nazis, il nous fait chier. Mais il y a Willy Burgdorfer, c'était le Suisse allemand qui avait été recruté par l'armée américaine. Avant de mourir, il a eu des remords, il avait planqué ses archives de labo. Ah oui. On a retrouvé, et il y a une femme, Chris Newby, qui est une femme remarquable, qui travaille à l'université de Stanford, qui le connaissait. Il a dit, Chris, écoutez, j'ai planqué mes documents dans un garage à telle adresse, voilà les clés, faites-en bon usage. Et elle a tout numérisé. Elle a écrit un livre qui s'appelle Beaten. Malheureusement, il n'est pas traduit en français. Pour ceux qui lisent l'anglais, je les encourage à le lire. Il est passionnant. Beaten, c'est B-I-T-E-N. Ça veut dire mordu, en fait, la morsure de tigre. Beaten. Non, c'est pas Biden, c'est Beaten. C'est pas Biden. Oui. Et donc, ça a corroboré ce que vous disiez. Et juste, c'est sorti début juin 2019, avant la pandémie. Juillet 2019, ce qu'on appelle aux États-Unis les représentants, qui sont l'équivalent des députés. Donc, un député américain assez sensibilisé a fait voter une motion à la Chambre des représentants pour exiger la création d'une commission d'enquête sur le Pentagone. Est-il vrai que vous avez exposé le peuple américain des bactéries de guerre? Moi, j'ai crié victoire, j'ai essayé, c'est gagné. Puis le Covid est arrivé, a tout enterré. Et j'ai appris, je me suis dit, ça va peut-être. Où ça en est aujourd'hui alors? Ah ben là, il y a un haut fonctionnaire du Pentagone qui a enterré la commission d'enquête. C'est très simple, hein, c'est facile. Hein. Donc aujourd'hui, à l'heure où on parle, la maladie de Lyme est reconnue? Non, pas. La forme chronique. Non. Non. Et alors, en septembre dernier à peu près, j'avais vu Robert Kennedy Jr. faire une entrevue avec cette femme, Chris Newby, qui a écrit le livre, reconnaissant que c'était une arme biologique. Et là, alors moi, je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais j'ai vu Jean-Dominique Michel faire une entrevue récemment où il paraît que dans les archives déclassifiées de la CIA, là, ce serait sorti récemment qu'effectivement, le Lyme était bien une histoire militaire. Bon, donc moi, mais pour moi, c'est vous continuez, enfin, je veux dire, vous continuez à vous battre là-dessus? Ah ben bien sûr, parce que c'est une honte quand on pense que ces gens qui ont perdu leur boulot, leurs conjoints, leurs enfants, on les traite de fous, ils sont à moitié paralysés. Moi, j'en ai guéri beaucoup, parce que je me suis battu là-dessus. Vous leur donnez quoi alors pour les Des antibiotiques, de l'hydroxychloroquine, qui est le poison de Véran, qui marchait génial. Enfin, ça m'a fait rire Véran, parce que l'hydroxychloroquine, c'est le médicament que j'ai plus prescrit pendant 20 ans pour la maladie de Lyme. Ça faisait des miracles. Et quand il disait, pour lui, c'était le poison. Vous en prenez 5 jours, vous allez mourir. Bon, bon voilà. Donc, après, c'est très difficile parce que chez certains patients, le traitement est à vie, mais ça peut être avec la phytothérapie, des méthodes naturelles. Ouais, c'est très compliqué. Mais moi, j'ai écrit mon livre, La vérité sur la maladie de Lyme, là-dessus. Écrit en 2017. C'est vrai que c'était mon premier combat. Je suis entré en opposition avec mes collègues, avec les politiciens, alors que j'étais bien vu au ministère. Mais je continuerai parce que pour moi, c'est un des pires scandales qu'on laisse crever les gens à petit feu comme ça en disant vous êtes fous. C'est horrible ce que subissent ces malades de Lyme. Il faut vraiment leur rendre hommage. Et il faut que ça cesse un jour parce que maintenant, on a toutes les preuves et c'est insupportable. Christian Perron, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas demain qu'on va vous arrêter, qu'on va s'arrêter et que vous arrêterez de vous battre. Et puis, ce que vous dites aussi, justement, peut-être que plutôt la vie, quoi, et qu'on se batte toujours pour ne pas essayer d'empoisonner les gens, hein, oui, à leur insu en plus. Merci Christian Perron. Merci André, et bravo parce que vous êtes un exemple pour les médias. Je vous admire beaucoup. Merci. De même.